qui, Vincent? Oui. Garder les enfants, c'est pas les stationner dans la salle de jeu puis les laisser là. Il faut leur parler, les aimer, leur montrer des choses. Les parents sont très occupés. Quand ça travaille 40-50 heures par semaine, qu'ils les laissent ici, bien, ils s'attendent à ce qu'on leur montre des petites choses, là. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. La vie de famille aujourd'hui avec des enfants, ça veut dire une course contre la montre, de la maison au travail, en passant par la gardienne ou la garderie, dont les dirigeants et le personnel crient actuellement au secours. Ce soir, à enjeu, des enfants, pour le meilleur et pour le pire. Le 27 novembre dernier, des milliers de gens sont descendus dans les rues de Montréal pour dénoncer le sous-financement des garderies. La misère des éducatrices, leur surcharge de travail, le manque de considération dont elles font l'objet sont des réalités dont on entend beaucoup parler. Elles ne représentent pourtant que la pointe de l'iceberg. 3 enfants sur 4 ne mettent jamais les pieds dans une garderie. Leurs parents les confient à des gens qu'on ne connaît pas, dans un ailleurs dont on ne sait rien. La garderie n'est pas nécessairement le premier choix de la part des parents qui souvent préfèrent l'environnement familial chez la gardienne, surtout pour les plus jeunes. Après la pause, une place pour le petit. L'État nous encourage fortement à avoir plus d'enfants au point de nous offrir des primes qui s'élèvent au fur et à mesure que le nombre d'enfants augmente dans une famille. Mais une fois que les petits sont là, c'est une toute autre affaire. Le gouvernement conservateur nous a bien promis un réseau national de garderies, mais il a vite compris à l'époque qu'il n'avait pas les moyens de réaliser une telle politique. De plus, il n'est pas dit que la garderie soit nécessairement le premier choix des parents. C'est beaucoup plus complexe. Mais il y a une chose qui est évidente. Le choix d'un endroit ou d'une personne à qui confier son enfant, c'est toujours un choix difficile, angoissant. Madeleine Roy et Annie Boudin ont vécu de très près l'expérience de 2 mères aux prises avec ce problème qui touche des milliers de parents. Garderie La Suite Enchantée, bonjour. Bonjour, j'aimerais avoir des informations. Oui, est-ce que vous prenez les poupons? Non, madame, on les prend à partir de 18 mois. 18 mois. Merci. Bonjour. La situation idéale, ce serait d'avoir une personne à la maison qui puisse accueillir les enfants à l'heure du dîner et après l'école et s'occuper de Charles-Antoine toute la journée. À ce moment-là, c'est sûr que j'ai pas à voyager les enfants le matin et le soir à la garderie ou chez une gardienne à l'extérieur. Garderie Bambi, bonjour. Le pire scénario, ce serait d'envoyer Charles-Antoine dans une grosse garderie, puis d'avoir les enfants en milieu scolaire. Louise Hébert est greffière à la Cour municipale de Verdun. Son congé de maternité se termine dans 2 mois. Ce matin, elle a entrepris le ratissage de son quartier. C'est la chasse à la gardienne. Aujourd'hui, j'ai passé la journée au téléphone. J'en ai fait une trentaine dans les garderies, dans les agences de services de garde, puis dans des petites annonces que j'ai prises là, dans le journal local. Sur 15 garderies de mon quartier, j'en ai trouvé 3 seulement qui offraient le service pour les poupons. Puis là-dessus, il y en avait juste 2 qui avaient de la place. Voilà. Cherche. Oui, allô? Bonjour, j'aimerais parler à Mme Hébert, s'il vous plaît. Elle-même? Bonjour, mon nom est Diane. Vous avez laissé un message chez moi? Oui. Oui. Sur les 10 annonces, il y en a 3 qui m'ont intéressée, ou en tout cas qui s'accadraient là, avec ce que je recherchais. Puis sur les 3, il y en a une qui m'intéresse vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans votre démarche aujourd'hui? À quel point, là, finalement, ce qu'on m'offre au niveau, là, ce qui est régi par le gouvernement, là, ça concorde pas du tout là, avec
avec ce que moi je recherche. Je sais pas si je suis la seule, mais d'après moi, je suis pas la seule. Puis c'est dans les petites annonces là, que d'après moi, que je vais trouver ce que j'ai besoin. Louise a un bébé de 6 mois et 2 enfants qui vont à l'école primaire. Elle habite Rivière-des-Prairies. Dans son quartier, il y a une quinzaine de garderies seulement pour près de 3000 enfants. Elles devraient être bondées, mais non, plusieurs ont des places disponibles. Chantal Desjardins habite à 2 pas du CLSC Rivière-des-Prairies. Elle est à la recherche d'un service de garde pour son fils, Jonathan. Comme la plupart des parents qui ont un enfant de plus de 3 ans, ce qu'elle cherche, c'est une garderie. Madame Desjardins, bonjour, ça va bien? Bernard Marguerat. Bonjour. Moi, je cherche une garderie ou un service de garde en milieu familial pour mon petit garçon de 3 ans pour bientôt. Pour bientôt? Oui. OK. Je peux vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, là? Bernard Marguerat est organisateur communautaire au CLSC Rivière-des-Prairies. Quel est le milieu de garde idéal pour des enfants, pour des poupons, par exemple? Moi, je pense, pour moi personnellement, là, je ferais garder mon enfant dans une famille. Je me sentirais plus à l'aise parce que, bon, je peux avoir un contact avec la maman, je peux lui expliquer exactement ce que je veux. J'ai un contact avec une personne, elle va garder juste 1 ou 2 poupons. Donc, il me semble que ça correspond plus, c'est plus proche de ce que vit l'enfant, ça correspond plus à la maison, en fait. C'est plus pareil, plus identique, là, qu'une pouponnière. Et pour un enfant de plus de 18 mois, qu'est-ce que vous privilégieriez comme mode de garde? Alors là, je privilégie la garderie. Pour moi, la garderie, c'est un milieu de vie qui est important, qui est intéressant pour l'enfant, parce que, bon, il est en contact avec beaucoup d'autres amis au niveau de la socialisation, au niveau du contact, du partage et des apprentissages. Là, je pense que c'est plus intéressant. Donc là, ça, c'est une première étape. Vous fouillez là-dedans. Vous allez visiter les gardiennes. Si ça ne marche pas, vous me rappelez. Ça, c'est pour des gardiennes à domicile. Au cas où il n'y aurait pas de place qui lui convienne en garderie, Chantal consulte le répertoire de gardiennes du CLSC. Il contient les noms d'une centaine de femmes du quartier. N'importe qui a le droit de s'inscrire. Le CLSC ne fait pas de sélection. C'est aux parents de jouer les inspecteurs. Auparavant, est-ce que c'était comme ça? C'était un petit peu différent auparavant. On avait plus de temps pour s'occuper de ce dossier-là. Ce qu'on faisait, c'est qu'on rencontrait 2 fois par année toutes ces mères. En fait, on les rencontrait, on les invitait à une soirée d'information. Sur les 80 inscrites, il y en avait à peu près 25 qui venaient. Les autres, on leur disait, écoutez, si vous ne venez pas à cette rencontre de formation, nous, on vous débarque de la banque. C'était une espèce de un petit contrôle qu'on faisait comme ça. Celles qui venaient, on leur offrait une petite formation minime sur, bon, c'est quoi les exigences minimum, c'est quoi la loi par rapport à la garde d'enfants, les assurances, comment vous ne faites plus ça? C'est une question de choix d'équipe, c'est-à-dire que on a comme CLSC des mandats, on a des nouveaux mandats de plus en plus qui nous sont donnés là, par la loi, etc. Mais c'est important, ça? Oui, c'est important. Mais pour l'instant, c'est clair qu'on ne le fait plus. On n'a plus le temps de le faire. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez de la place pour garder un enfant de 3 ans. La recherche d'un service de garde, c'est dur, parce qu'on est seul devant le doute. Seul pour choisir à qui on confiera ce qu'on a de plus précieux au monde. L'Office des services de garde à l'enfance, un organisme gouvernemental, fournit une liste des garderies et des agences de services de garde en milieu familial qui possèdent des permis. Mais le permis n'est pas une garantie de qualité. Est-ce qu'un enfant est plus en sécurité dans un milieu familial qui fait partie d'une agence de garde en milieu familial ou dans un autre milieu familial? Ça devrait. Ça devrait être une garantie de qualité. De qualité. Il reste que, bon, il y a des agences de garde qui ont des permis jusqu'à 250 ou 300. C'est beaucoup. Alors, dépendant du nombre d'employés dans l'agence de garde, c'est bien évident que contrôler, je sais pas moi, 60 gardiennes à tous les mois, peut-être qu'il y en a qui le font. Je sais pas, là. Ça devrait être une garantie, je suis pas sûr que ça l'est toujours. Où la garderie? Au cours de sa recherche, Chantal a visité un service de garde en milieu familial accrédité par l'Agence du Montréal métropolitain. Cette agence prétend qu'elle visite 2 fois par mois tous ses membres. Chantal, est-ce que vous laisseriez Jonathan dans cette garderie-là, dans ce service de garde en milieu familial? Jamais. Pourquoi? C'était très malpropre, très noir. C'était pas sécuritaire. Les portes étaient toutes ouvertes sur le passage dans l'entrée du bloc. Il y avait des courants d'air.
c'est ça. Il était très mal organisé. Est-ce qu'il y avait des jouets? Vraiment pas beaucoup. C'était très bruyant. La télévision était ouverte. Le canal entrait mal, donc ça grichait. J'entendais presque pas ce que la personne me disait. Au niveau de la salubrité, de l'hygiène? C'était très mal propre. Les brosses à dents sont toutes dans un bocal en plastique qui trempe dans ça d'eau, sale. Au niveau du prix, comment elle demandait? En premier, c'était 106 $ par semaine. Ensuite, c'était... je lui ai dit que mon budget, bon, c'était environ 75 $ par semaine. Elle a accepté 75 $ par semaine. Puis par la suite, elle m'a dit qu'on pouvait toujours s'arranger pour 35, même en bas de 75, puis ensuite, elle m'a dit 35. L'agence, elle assure un minimum, là, OK? Elle assure un minimum de formation et d'encadrement avec les visites qu'elle fait, etc. Et la gardienne qui ne correspond pas va être exclue de l'agence. Nous, on dit souvent, par exemple, aux mères qui viennent ici, tu choisis 10 gardiennes, là, OK? Tu vas t'en trouver une. Bon, elle sait ton horaire, elle sait quand tu travailles. Faites des visites surprises comme une agence de garde. Une journée, le lundi, la gardienne s'attend à ce que tu rentres à 6 h. Ben, tu arrives à 3 h chez elle. Si le petit est devant la télévision, qu'il a les couches toutes mouillées, puis qu'il braille, puis que, bon, t'écoutes même à la porte, il y en a qui le font, ben, vous allez peut-être avoir une bonne idée sur c'est quoi la gardienne que vous avez embauchée, puis dire, ben, je m'excuse, madame, mais ça marche plus. Donc, les parents sont les premiers responsables, d'après nous. Ici, là, c'est combien d'enfants par éducatrice? C'est 8. C'est toujours 8 enfants par éducatrice, c'est ça? Permis ou pas, les parents doivent ouvrir l'œil. Il y a 921 garderies au Québec et 123 agences de services de garde en milieu familial. Pour s'assurer de la qualité des services offerts dans tous ces établissements, l'Office des services de garde à l'enfance dispose de 8 inspecteurs. On dirait que l'État dit « faites des enfants » et un coup qu'on a les enfants, il nous dit « débrouillez-vous avec vos problèmes ». Il y a un petit peu de ça, je veux dire. C'est vrai que le gouvernement, il y a des beaux discours. Là, il y a eu, en tout cas, des beaux discours. Bon, on pourrait poser la question à M. Chrétien, ce serait intéressant. Il vient d'être élu, là. Et puis, il a promis des millions pour les garderies, pour les femmes, etc. Là, on verra qu'est-ce qu'ils vont faire. Il manque d'argent, ça, c'est clair. Il y a des problèmes d'accessibilité pour les femmes. Il manque d'argent, il manque de garderies, il manque de places poupons. Et ça, c'est dramatique, ça, c'est clair. OK, ici, c'est pour les plus grands. Puis Jonathan, il serait gardé où? En 1989, le gouvernement du Québec a promis de créer 60 000 places de garde en 7 ans. Il est en voie de réaliser son objectif. L'ex-gouvernement conservateur a, quant à lui, sonné le glas du programme national de garderie qu'il avait promis. Jean Chrétien a fait des promesses lui aussi. 700 millions de dollars en 3 ans pour créer 150 000 places en garderie, à condition que la croissance économique soit de 3 % par année. 150 000 places en 3 ans, c'est bien, mais c'est plus d'1 million de places dont on aurait besoin pour que tous les petits Canadiens de moins de 6 ans aient accès à une place en service de garde régie. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un programme national de garderie qui va coûter des milliards de dollars? Est-ce que c'est ça dont les parents ont besoin des garderies? Moi, je pense qu'on a besoin, c'est que les subventions soient des subventions adéquates pour permettre aux femmes qui désirent retourner sur le marché du travail de pouvoir le faire. Actuellement, les subventions ne sont pas suffisantes, d'après moi. Jocelyne Touga est directrice exécutive de l'Association canadienne pour la promotion des services de garde à l'enfance. C'est mal posé la question. On n'a pas les moyens de ne pas se le payer. Quand on voit le bénéfice qu'une bonne partance, comme je disais, pour nos enfants, les bénéfices sociaux et économiques, on n'a pas les moyens. On sait, puis bon, les études le démontrent, autant aux États-Unis qu'en Europe, pour chaque dollar investi dans la petite enfance, on économise 7 ou 8 dollars lorsqu'ils ont 20 ans. Il y a des études de longitudinales, donc on n'a pas les moyens de ne pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me trouver un service de garde en milieu familial non régi qui puisse accueillir mon bébé toute la journée et qui puisse accueillir les enfants pour dîner et pour après l'école. C'est évident là, que, bon, là, je vais aller trouver là, ce que je veux avoir, là, de la chaleur d'un milieu familial, mais pour ça, j'ai des inconvénients à avoir. C'est que il va falloir... C'est un endroit dont j'aurai pas de reçu. À ce moment-là, c'est non... je peux pas le déclarer sur mes impôts, donc c'est vraiment là... Ça devient très dispendieux. Mais là, la question qui reste à me poser, c'est... qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux le bien-être de mes enfants ou si je veux que ça me coûte pas cher?
C'est là que Jonathan va se faire garder. Ah oui? Oui. C'est décidé? Oui. Comment ça se fait? Parce que j'aime beaucoup la demoiselle. Même si financièrement c'est un petit peu plus cher, je pense que ça vaut la peine. Pourquoi c'est mieux qu'une garderie? Bien, premièrement, si je le fais garder du lundi au vendredi, ça va être sa deuxième maison. Fait que c'est pas mal plus important qu'il soit dans un milieu comme ça, dans une vraie maison, que dans des locales grands. Puis il me semble qu'il se sentirait moins perdu. Après avoir fait le tour de ce qui est disponible en termes de garderie dans leur quartier, après avoir tenté de trouver un service de garde en milieu familial où elles pourraient obtenir des reçus, Louise et Chantal ont toutes les deux choisi une gardienne qui travaille au noir. Même Chantal, qui, si elle utilisait un service de garde régie ou en règle avec le fisc, aurait droit à une subvention gouvernementale. Puis, t'as-tu aimé ça, visiter des garderies aujourd'hui? Oui. Les histoires de Chantal et de Louise sont classiques. Actuellement, au Québec, les 3/4 des enfants de moins de 6 ans sont dans des établissements qui échappent complètement au contrôle de l'État. C'est le règne de la débrouille, pour le meilleur et pour le pire. Dans une autre garderie? Oui. Presque toutes les gardiennes travaillent au noir, mais il y en a qui choisissent de faire ce métier publiquement. Après la pause, une gardienne accréditée qui nous ouvre la porte de sa maison. Qu'est-ce que vous diriez si je vous proposais un travail de 60 heures par semaine avec un revenu qui varie entre 200 et 300 $? Ça veut dire au maximum 15 000 $ par année avec des dépenses à assumer. Vous refuseriez sans doute en disant que ça ne vaut absolument pas la peine. Eh bien, c'est ce que peut gagner une personne qui décide de garder des enfants à la maison. Pas du travail au noir. Une gardienne reconnue officiellement qui vous remet même des reçus pour fin d'impôt. C'est le salaire qu'elle peut recevoir pour garder 4 enfants. Allô? Allô? T'as vu ton beau chapeau? Je devrais-tu faire un dodo un matin? On va se réveiller, là, ses amis, là, quand on a dit qu'on vient voir les amis, là, c'est différent. Claire Gaulin, 37 ans. Profession, responsable de famille de garde. Claire est la mère de 3 enfants et elle en garde 4 à plein temps. Le jour de mes 30 ans, là, je me suis payé un petit cadeau. J'ai dit, bon, mais je reviens à la maison, je vais en prendre soin moi-même. Quitte à prendre soin des enfants des autres. Je voyais bien que j'étais capable là-dedans. Puis là, un coup rendu à la maison, bon, mais j'ai dit, tiens, c'est le temps d'en faire un autre. Je voulais toujours avoir une grosse famille. Ah ouais, on l'a fait. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Mais là, ça fait 4 ans. Est-ce que vous percevez encore ça comme un cadeau que vous vous êtes fait? Oui! Ah oui, oui. Ah oui. Moi, je regarde les parents arriver ici le matin à la course, là, à 7h30, 8h, là, qui en ont préparé 2, puis qui reviennent le soir à la course, il faut qu'ils aillent faire le souper. Et puis, qu'il faut qu'ils fassent leur épicerie le jeudi soir, le vendredi soir. Oh non, je considère encore que c'est un cadeau. Je m'en vais en haut, je reviens. Tu m'attends? Non, je fais céréales. Claire a fait ses études en informatique. Elle a dû apprendre sur le tas les rudiments de la comptabilité et les grands principes de l'éducation des enfants. Garder les enfants, c'est pas les stationner dans la salle de jeu puis les laisser là. Il faut leur parler, les aimer, leur montrer des choses. Les parents sont très occupés. Quand ça travaille 40-50 heures par semaine, qu'ils les laissent ici, bien, ils s'attendent à ce qu'on leur montre des petites choses, là. Que ce soit à faire une boucle, attacher sa fermeture éclair, à aller faire une petite commission au magasin là, quand ils vieillissent, qui ont entre 5 et 6 ans. C'est le début de ça. Où l'autre? Oh, il l'a! 2 pour Maxime. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile de faire le métier que vous faites que de travailler à l'extérieur en ayant des enfants à la maison? J'ai moins de stress. Moi, je les vois vivre, mes enfants. Je peux les voir arriver de l'école. C'est moi-même qui les nourris, c'est moi-même qui les éduque. C'est moi qui leur monte à parler, c'est moi qui vais les séparer quand il y a des chicanes. Ça fait que pour ça, je trouve ça beaucoup plus facile. C'est ce que j'aime beaucoup, moi, là. Fait que je me trouve avantagée de ce point de vue-là, oui. Par contre, on fait un travail qui est peut-être pas vraiment reconnu, puis qui est quand même sous-payé, mettons, pour le nombre d'heures qu'on fait. C'est un revenu d'appoint. Il faut prendre ça comme ça, parce qu'il ne faut pas chercher à faire beaucoup d'argent avec ça. C'est carrément impossible, parce que quand on calcule la nourriture qu'on y met, le temps, l'énergie, c'est pas payant. Mais c'est un petit revenu d'appoint qui est assez intéressant.
Comment ça fonctionne comme entreprise? Comment vous vous y prenez pour gérer ça? Vous déclarez tout ça à l'impôt? Oui, au point de vue administratif, là. Ouais. C'est sûr que la base, c'est de tenir un record de présence des enfants et puis de transcrire ça dans notre livre pour savoir quels ont été nos revenus hebdomadaires. La deuxième des choses, c'est garder toutes nos factures d'épicerie, électricité, chauffage, téléphone. Dans certains cas, on a droit au téléphone. Et puis, la troisième des choses, bien là, je me suis renseignée auprès du gouvernement. J'ai eu un feuillet explicatif nous décrivant comment déduire, quel pourcentage on pouvait déduire. Alors, j'ai appliqué la formule qu'il nous donnait selon la superficie de la maison qui était utilisée par les enfants que je garde et aussi le nombre d'heures de gardiennage. Puis là, j'arrivais à un certain pourcentage. Moi, je suis arrivée à 28 %. Donc, j'ai le droit de déduire 28 % de mon épicerie, de mon électricité, des choses que j'achète qui peuvent servir à la maison et à la garderie. Je fais mon bilan en fin d'année et avec ça, j'ai mon revenu. Puis là, je fais mon rapport d'impôt comme un individu. Allô, il y a quelqu'un? Allô? C'est qui, Vincent? Oui. J'ai pas une formation en garde d'enfants. J'ai eu des enfants moi-même. Chose curieuse, quand j'avais pas d'enfants, et puis que j'en rencontrais un, j'étais terriblement gênée, puis je savais pas quoi leur dire puis quoi leur faire. Je savais pas comment réagir. Puis là, quand j'ai commencé à garder le premier enfant, là, par exemple, le sujet m'a passionnée. J'ai commencé à tout lire ce qui me tombait sous la main, puis assister aux conférences ici dans les environs. J'ai suivi un cours sur la psychologie de l'enfant de 0 à 5 ans. J'ai suivi les émissions, les séries télé là-dessus. Je lis tout ce que je peux trouver là-dessus, ça m'intéresse. Puis comme je fais partie d'une agence, puis qu'on a les services d'une animatrice pédagogique, bien, elle vient régulièrement, puis je vais discuter avec elle des petits problèmes que je peux rencontrer ou du développement d'un enfant. Puis ensemble, on fait des recherches, elle m'apporte des documents, puis on fonctionne comme ça. Selon les estimations les plus conservatrices, il y aurait 40 000 femmes qui garderaient quelques 200 000 enfants au Québec. Environ 90 % de ces femmes travailleraient au noir. Claire a choisi la voie officielle. Elle est accréditée par une des 123 agences de garde en milieu familial, régie et subventionnée par l'Office des services de garde à l'enfance, un organisme gouvernemental. Pourquoi vous avez choisi d'être membre d'une agence, de faire ça dans un réseau? J'avais le goût d'être reconnue. Et puis, l'idée d'avoir quelqu'un qui nous chapeaute aussi, puis d'avoir des services professionnels. On a les services d'une animatrice pédagogique. On a un prêt d'équipement, un prêt de jouets, un prêt de livres. On a, en fait, les contrats. Ils sont là pour nous assister avec les contrats. On se regroupe, toutes les gardiennes ensemble. C'est la dynamique de groupe là, qui m'attirait là-dedans. Puis le fait aussi qu'eux pouvaient me trouver des clients, au lieu que ce soit toujours moi qui cherche les clients, qui fasse paraître des annonces un petit peu partout, l'agence s'engage à nous en chercher. L'histoire est finie. Mais si un jour tu deviens sale comme Monsieur Sale, devine qu'est-ce qui va t'arriver. Est-ce que la compétition est féroce dans le milieu de la garde en milieu familial? La compétition, il y a une certaine compétition, je pense, entre les travailleuses dans le réseau et hors réseau. Parce que les travailleuses hors réseau chargent pas cher et ne donnent pas de reçu. Alors nous autres, ça peut sûrement nous enlever des clients, ça. Comment on devient membre? Il faut d'abord prendre contact avec l'agence et puis donner notre nom. Puis là, s'il y a des places, ils vont nous faire passer les entrevues. Sinon, ils nous mettent sur une liste d'attente. Et puis à ce moment-là, bien, on attend notre tour. En général, quand c'est notre tour, ils nous convoquent à une soirée d'information. Ils nous donnent tous les renseignements. Après ça, il y a la visite de la maison qui suit, que ce soit l'inspecteur de la ville, le service des incendies, la travailleuse sociale et la directrice de l'agence qui vient vérifier. Françoise Nadeau est directrice de l'agence de garde La Bonne Idée, à Laval-des-Rapides. C'est l'agence dont Claire fait partie. Comment ça se passe, l'accréditation d'une famille de garde? Au départ, dans les critères, lorsqu'on décide d'accréditer une famille de garde, on lui demande souvent qu'elle aime la compagnie des enfants. C'est important pour nous que la personne soit chaleureuse, soit affectueuse, qu'elle aime la compagnie d'un groupe d'enfants et qu'elle ait beaucoup d'intérêt au niveau du développement de l'enfant. Je vois cette formation comme un maillon qui permet à un secteur isolé de la garde à l'enfance
de se raccrocher à l'ensemble du réseau. Il y a quelques semaines, Téléuniversité lançait un outil de formation à l'intention des femmes qui gardent des enfants chez elles. Pour 85 $, les gardiennes peuvent se procurer un guide pédagogique et une cassette vidéo qui font le point sur les caractéristiques et les enjeux de la garde en milieu familial. Claire Gaulin a participé à la réalisation de ce projet qui veut sortir les gardiennes au noir de l'isolement. Quelle est l'importance d'un document comme celui qu'on vient de voir? De sensibiliser toutes les femmes, finalement, qui accueillent des enfants chez elles, que c'est pas un métier qui va de soi, que c'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire ou que tout le monde peut faire. C'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on a des enfants, qu'on a élevé nos propres enfants, qu'on peut nécessairement offrir un service de garde. Ma mère, elle s'appelle Claire. Elle a une famille de garde, là. Mes deux frères, c'est William puis Mathieu, puis moi, je m'appelle Vincent. 90 % des femmes qui gardent des enfants ne déclarent pas leurs revenus. Accepteront-elles de sortir de l'ombre? Bon, il y a un aspect de confidentialité là, qui entoure le fait de s'inscrire à Téléuniversité. Et je pense que Téléuniversité a prévu des modalités qui font que les noms des personnes qui suivent les cours ne sont pas nécessairement publics. On ne va donc pas dénoncer les travailleuses au noir? Non. OK, toi, Halloween. Au Québec, la garde en milieu familial est le mode de garde privilégié par 20 % des parents. Pour répondre à cette demande, sans compter les parents qui optent pour le milieu familial par obligation, c'est 50 000 places de plus qu'il faudrait créer dans le réseau. Depuis que le gouvernement du Québec a publié son énoncé de politique en matière de services de garde à l'enfance, en 1988, il a créé plus de places en garderie qu'en milieu familial. Pourtant, on estime qu'environ 65 % des besoins en garderie sont comblés, contre 20 % seulement des besoins en milieu familial. L'Office a longtemps boudé les agences parce que c'est pas un mode de garde qu'elle voulait privilégier. C'est un mode de garde qui lui a été imposé parce que ça existait déjà, parce que c'était le mode de garde le plus facile à mettre sur pied, le moins coûteux. C'est facile d'aller conduire son enfant chez la voisine, de lui demander de garder son enfant quand on lui fait confiance. Mais pourquoi l'Office vous boude, selon vous? Pourquoi l'Office boude ce mode de garde-là? Je pense qu'il y a une raison au niveau du contrôle et au niveau de la supervision. C'est difficile de contrôler des milieux privés et je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'Office ne développe pas aussi bien la garde en milieu familial. Malgré que c'est un choix premier de beaucoup de parents, surtout si on a des enfants en bas de 2 ans et si on a 2 ou 3 enfants d'une même famille. Hey, Marc-André, t'en deux? Oui, on tourne en rond tout à l'heure. Regarde, tourne par là. Si l'Office boudait les agences, on ne peut plus dire que c'est le cas aujourd'hui. Pour la première fois, en 1993, on a créé plus de places de garde en milieu familial qu'en garderie. Et on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. On a autorisé 4000 nouvelles places en milieu familial contre 2500 en garderie. Malgré cela, beaucoup d'agences de garde auraient des listes d'attente. Des listes de gardiennes qui attendent d'être accréditées et des listes de parents qui cherchent une gardienne accréditée. Certaines agences qui pourraient, au lieu d'avoir 60 places au permis dans leur quartier, dans leur région, pourraient se rendre jusqu'à 150 places, pourraient recevoir plus d'enfants. Alors, il faudrait peut-être investir dans les agences qui existent présentement pour développer des nouvelles places dans les agences existantes et mettre sur pied vraiment d'autres agences. On estime que le quart des enfants québécois de moins de 6 ans bénéficient de services de garde-régie et subventionnés par le gouvernement. Par le biais de l'Office des services de garde, le gouvernement a versé 150 millions de dollars de subventions en 1993. Et cela sans compter les 90 millions dont il s'est privé à cause des réductions d'impôts pour frais de garde. Une facture totale de 240 millions de dollars, qui risquerait de frôler le milliard si on offrait un service de garde-régie à tous les enfants d'âge préscolaire. Là, va-tu falloir que je te fournisse un traîneau pour l'hiver? Non, j'ai tout ça. Pas de problème. Inquiète-toi pas, j'ai tout à la douzaine ici. C'est vrai. Bye, à demain! Salut, là. À demain! À demain, Claire.
Notre système de garde d'enfants est fait de garderies officielles ou clandestines, de travailleuses au noir ou de gardiennes reconnues. Mais ailleurs, comment ça se passe? Après la pause, un système qui fait l'envie de bien des gens, celui de la France. Lorsque nos enfants commencent l'école à 4 ans ou à 5 ans, ça règle une partie des problèmes des garderies. En France, c'est encore plus tôt. Tout le monde va à la maternelle à 3 ans et parfois même à 2 ans. Presque des bébés à l'école. À cela vient s'ajouter tout un réseau de garderies et de gardiennes appuyés par les pouvoirs publics, les communautés et même les entreprises. C'est qu'en France, la garde des enfants, c'est une affaire d'État. Non, vous n'êtes pas dans la cuisine d'un grand restaurant. Qu'est-ce qu'il nous a préparé, Laurent, pour le déjeuner? Vous êtes dans une crèche parisienne où la fine cuisine est au menu tous les jours. Aujourd'hui, c'est un riz cantonais, des filets de lieu avec une sauce citronnée. Voilà. Et en ce qui concerne les petits bébés, ils ont tout un tas de mousses de légumes, parce que tous les aliments sont proposés bien séparément. On évite les mélanges de purée pour justement que l'enfant discerne bien chaque goût et apprenne à apprécier chaque légume. Hélène Guinche est infirmière puéricultrice. Sa spécialité, c'est la santé physique et psychique des enfants de moins de 3 ans. Elle est directrice de la crèche du journal Libération, un quotidien parisien. Outre les menus proposés aux enfants, les crèches françaises ressemblent à nos garderies. 80% sont municipales et subventionnées par les fonds publics. 20% sont des crèches d'entreprise. Les ratios éducatrices-enfants sont à peu près les mêmes que chez nous. Mais les conditions de travail et la formation des éducatrices sont nettement supérieures. Ici, par exemple, les éducatrices gagnent 23 000 $ par année et elles ont 5 semaines de vacances payées. Toutes sont diplômées. Elles ont l'équivalent d'un baccalauréat. Le hic, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de crèches collectives. Elles ont des listes d'attente interminables. Une place en crèche collective coûte en moyenne 12 $ par jour aux parents. Par contre, c'est le mode de garde qui coûte le plus cher au gouvernement, près de 40 $ par jour par enfant. Le mode de garde le moins cher pour le gouvernement, c'est la crèche parentale organisée et gérée par les parents. Nous sommes à la Coule-Douche, une des plus anciennes crèches parentales de Paris. Elle existe depuis 13 ans. Il y a environ 800 crèches de ce type en France. Ce mode de garde coûte en moyenne 10 $ par jour aux parents et 20 $ par jour au gouvernement. Bref, c'est 2 fois moins cher que la crèche collective parce que les parents font la moitié du travail. Mais déjà, il faut être disponible au moins une fois tous les 15 jours pour faire sa permanence, comme on l'appelle. Donc venir avec le repas pour les 10 enfants plus les adultes qui vont être là au déjeuner. Et puis il y a toujours aussi des moments, les week-ends, quelquefois il faut aller faire du bricolage ou du ménage ou bien pouvoir remplacer quelqu'un à l'improviste si quelqu'un est malade ou si quelqu'un a un empêchement. Le jour de notre passage à la Coule-Douche, Catherine de la Hosseraie assurait la permanence pour le groupe des enfants de plus de 2 ans. 2 parents doivent être à la crèche chaque jour pour préparer les repas et pour prêter main forte aux 2 éducatrices qui sont là à plein temps. C'est comme une espèce de bulle, on vient ici, on doit s'occuper des enfants, du sien et des autres, ce qui n'est pas toujours facile. Et on est là pour être disponible et c'est quelque chose d'assez reposant, paradoxalement. Et puis... Est-ce que ça vous aide en tant qu'éducatrice vous-même? Oui, ça aide parce qu'on n'est pas isolé déjà. Il y a un échange qui peut se faire avec d'autres parents, avec l'éducatrice aussi. Et puis, c'est aussi des liens qui se créent entre les enfants, qui sont assez forts, qui peuvent se retrouver plus tard. Pour les éducatrices aussi, l'expérience de la crèche parentale est enrichissante. Evelyne Hamdi est éducatrice du groupe des enfants de moins de 2 ans. Les parents sont des éducateurs à leur niveau. Je pense que c'est aussi important d'avoir une formation d'éducateur, mais en même temps, dans la mesure où ils sont intéressés par l'endroit là où ils s'investissent et par le lieu, ils apportent
ils sont aussi éducateurs et ils nous renvoient à nous, en tout cas en tant qu'éducateurs, des nouvelles idées, des nouveaux modes de fonctionnement. Ils nous permettent de nous remettre en question. Il a retiré son beau ruban bleu et puis la nuit venue... Présentement, les crèches parentales accueillent un faible pourcentage des petits Français. Mais le modèle est en croissance. En période de restrictions budgétaires, de chômage ou de temps partiel forcé, la crèche parentale pourrait être une voie d'avenir pour le Canada, comme elle semble le devenir en France. François Bernard est président de l'Association régionale des crèches parentales et membre de la Couledouche. Non seulement de faire des économies, mais de garder un lien avec les enfants. Quand on fait des enfants, c'est pas pour les abandonner à 3 mois. Enfin, moi, c'est ce que je trouve, et ce que trouvent beaucoup de parents. Ils n'arrivent pas à faire autrement. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce type de structure. Viens, Charles. Et puis Timothée, grand, il marche, lui. Le mode de garde qui se développe le plus rapidement en France, c'est la crèche familiale. Marie-Thérèse Pelletan, 53 ans, garde des enfants depuis 25 ans. C'est une assistante maternelle agréée par une crèche familiale, l'équivalent de nos agences de services de garde en milieu familial. Comme toutes les assistantes maternelles de France, Madame Pelletan n'a pas le droit de garder plus de 3 enfants chez elle. Elle travaille 4 jours par semaine et gagne 20 000 $ par année. Tout le matériel dont elle a besoin lui est fourni par la crèche dont elle fait partie. Jouets, lits, poussettes, etc. Chaque semaine, elle bénéficie d'un petit répit. Elle va reconduire le plus vieux, Timothée, à la crèche pour une demi-journée, afin qu'il rencontre d'autres enfants et qu'il soit vu par un médecin. Les conditions de travail de Mme Pelletan n'ont rien à voir avec celles des gardiennes de chez nous. Pour vous, c'est quoi l'avantage d'être membre d'une crèche familiale plutôt que d'être une assistante maternelle agréée indépendante? Ben, l'avantage pour moi, c'est que j'ai sans arrêt des enfants qui viennent. Hein. Quand il peut y avoir un départ brusque d'un enfant et la crèche en replace un autre assez rapidement. Nous n'avons pratiquement pas de chômage dans ce système-là. Est-ce que vous avez d'autres avantages? Alors, les autres avantages, oui, on est salarié et pratiquement mensualisé, pratiquement. Vous avez des congés fériés? Tous les jours fériés et 5 semaines de vacances. Payés? Payés. C'est chouette, ça. Voilà. Et puis, en maladie, on a les avantages sociaux en maladie. Mais qu'est-ce qui arrive si vous êtes malade une journée? Et alors, les enfants, on prévient la maman, soit la maman s'arrête une journée, ou la crèche replace les enfants chez une autre assistante maternelle. Et vous êtes payé quand même? Par la sécurité sociale, oui. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Des assistantes maternelles, il y en a 30 000 en France. Pour être agréées, elles doivent suivre une formation d'au moins 60 heures payée par le gouvernement. Comme au Québec, les crèches familiales ont des listes d'attente de femmes qui veulent être agréées et de parents qui cherchent une assistante maternelle. Mais le gouvernement manque d'argent pour élargir la structure. Les attentes ne sont pas d'ailleurs malheureusement que dans les crèches familiales. Le problème, notre souci, c'est qu'effectivement il y a une réglementation qui fixe un nombre de places maximum dans chaque structure. Au-delà de quoi il faut créer une nouvelle structure parce que nous avons évidemment un souci évidemment de protection de la qualité de l'accueil, donc on ne veut pas non plus qu'on construise des usines à enfants. Donc ceci dit, il y a un décret en préparation qui va sans doute réviser les normes dans le sens d'un certain assouplissement parce qu'il faut bien prendre en compte, disons, cette pression très très forte du terrain. Mais c'est vrai qu'en même temps on est responsable de la qualité de l'accueil de l'enfant. Donc il faut toujours faire un délicat équilibre entre les deux aspects, à la fois créer le plus de places d'accueil possible et en même temps que ça se fasse dans des bonnes conditions. Est-ce que vous avez un problème d'argent? Ça, c'est une question qui est évidemment qu'il y a un problème d'argent. Si on avait beaucoup d'argent, certainement, ça serait plus facile. Mais ça n'est peut-être sans doute pas le seul problème qui se pose dans la matière. Il y a aussi un problème d'articulation des compétences. Il y a un problème de susciter des initiatives. Est-ce qu'il y a un problème de volonté politique? Non, la volonté politique de développer l'accueil de la petite enfance est tout à fait une priorité depuis plusieurs années pour notre ministère. Elle l'est plus que jamais. À ce niveau-là, la volonté politique ne fait pas défaut. Au Québec, les structures d'accueil officielles ne répondent qu'au tiers des besoins. En France, elles répondent à la moitié des besoins. Plus de 50% des petits Français sont gardés par leurs grands-parents ou par des nourrices au noir.
Par contre, en France, quand l'enfant atteint l'âge de 3 ans, le problème est réglé. La presque totalité des enfants de plus de 3 ans et le tiers des enfants de 2 ans vont à l'école maternelle. Et ça ne coûte pas un sou à leurs parents. Le système est entièrement financé par le ministère de l'Éducation. Au Québec, les enfants de certains quartiers défavorisés ont accès à la maternelle à l'âge de 4 ans, mais dans la majorité des cas, c'est à 5 ans que les enfants entrent à la maternelle et encore, ils y vont à mi-temps. À l'école maternelle Daniel Casanova, en banlieue de Paris, l'institutrice Annie Chernet accueille 27 enfants de 2 ans dans sa classe. Est-ce que c'est pas un peu jeune, 2 ans et demi, pour se retrouver à l'école? Non. Non, non, non. Non. Les enfants ont envie de passer à autre chose. Ils commencent à s'ennuyer à la maison à 2 ans et demi parce qu'ils sont trop sollicités, ils ont trop d'intérêt extérieur, ils n'ont plus envie de rester à la maison, sauf bien sûr quelques exceptions, mais en règle générale, ils ont besoin d'être dans la communauté. Nous, on les rend autonomes très rapidement, on les socialise et on leur donne des pré-apprentissages pour les apprentissages futurs de la lecture et de l'écriture et le reste. Pourquoi c'est important d'apprendre aussi jeune à lire, à écrire? On a toute notre vie pour lire, pour écrire, pour faire des mathématiques. Pourquoi commencer à 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans? Non, on n'apprend pas à lire et à écrire à 2 ans et à 3 ans. Simplement, on apprend déjà à bien parler le français, à comprendre le sens des mots. Et puis, vous avez vu que l'éducation motrice a une très grande importance dans notre matinée. Parce qu'un enfant qui est bien dans son corps, c'est un enfant qui sera bien dans sa tête. La maternelle à 2 ans est de plus en plus populaire, en grande partie parce qu'elle règle le problème des parents. Par contre, certaines personnes s'inquiètent de voir de plus en plus d'enfants entrer de plus en plus tôt dans la structure scolaire. Particulièrement parce que le ratio enfant-institutrice est extrêmement élevé dans les écoles maternelles françaises. Martine Gruer est psychologue et directrice de l'école des parents et des éducateurs de la région parisienne. À partir de quel âge ça a du bon sens, un ratio de 25, 30 enfants par éducatrice, par institutrice? Pas tôt. Je crois que, bon, moi je dirais pas avant l'école primaire. Et encore, parce que quand ils commencent à apprendre, d'ailleurs on fait des efforts en France, la première classe d'école primaire c'est 25, on veille à ce qu'il n'y en ait pas trop parce qu'il y a l'enjeu d'apprentissage de la lecture, et c'est un peu paradoxal que dans les classes de maternelle on autorise plus d'enfants. C'est pas du tout adapté. Les défenseurs de l'école maternelle à 2 ans prétendent que les ratios élevés sont compensés par l'excellente formation des institutrices. Elles ont toutes l'équivalent d'un diplôme de maîtrise. Récemment, une étude a démontré que les enfants qui sont entrés à l'école maternelle à 2 ans réussissent mieux à l'école primaire que ceux qui y sont entrés à 3 ou 4 ans. Tout cela ne rassure pas Martine Gruer. Il y a une image et il y a une représentation du métier d'instituteur qui est colportée forcément par l'éducation nationale, qui va vers le haut. Et cette image-là, c'est la tête d'abord. Ça, c'est en plus dans tout notre système scolaire. Hein, le corps n'est pas assez accepté en France, le corps des enfants, le corps des adolescents. Et alors en ce moment, c'est renforcé, là je pense à notre service par téléphone, il y a une angoisse des parents, je ne sais pas si vous avez la même, autour du diplôme. J'ai dit récemment dans une conférence, finalement aujourd'hui, être bon parent, c'est fabriquer un enfant diplômé. Et ça, donc il y a une pression à la fois des parents et à laquelle le système scolaire répond en écho en proposant l'école de plus en plus jeune et donc le privilège d'un certain type d'apprentissage au détriment d'un équilibre complet de vie. Le système français a ses critiques, mais il est cité en exemple dans le monde entier. La France dépense près de 9 milliards de dollars par année pour s'assurer que chaque enfant jouit d'un bon départ dans la vie. Pour appliquer la même médecine au Québec, il nous en coûterait au moins 1 milliard de dollars par année. Il faudrait somme toute dépenser 2,5 fois plus d'argent que nous le faisons présentement. Comme on vient de le voir, les Français ont réglé une partie de leurs problèmes en envoyant leurs enfants à l'école plus tôt. Est-ce possible chez nous? Dans une société qui se dit essoufflée, qui n'a plus les moyens, on peut douter qu'une telle décision soit prise. Mais à ce moment-là, peut-on prendre le risque
de ne pas aider adéquatement ceux qui acceptent encore d'avoir des enfants. C'est là une décision qui peut être lourde de conséquences pour l'avenir. La semaine prochaine, à Enjeu, GM, grandeur et misère d'un géant. Dans les années 50, l'automobile a façonné l'Amérique. Un monde de banlieue, de drive-in, de motels et de services à l'auto. Chevrolet dominait le marché de l'auto comme les Yankees dominaient le baseball. GM fabriquait des voitures musclées, des sedans, des Cadillacs de luxe. Elle contrôlait la moitié du marché américain. Ici Pierre Maisonneuve, au nom de toute l'équipe d'Enjeu, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Au revoir, à la prochaine. Demain matin, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, d'autres détails concernant les reportages que vous venez de voir seront publiés. Ne manquez pas la chronique Enjeu le mercredi et le jeudi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Femme généreuse qui donna la réplique au plus grand d'Orson Welles à Gérard Philipe, en passant par Peter Ustinov, dont elle fut l'épouse. Suzanne Cloutier, portrait d'une comédienne à second regard, dimanche 13h.